Ce pays existe, il est au cœur de l'Europe, il s'appelle la France et il est au bord du gouffre financier. Si vous voulez comprendre pourquoi votre épargne est en danger et comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler les 3 signaux d'alerte que les marchés financiers nous envoient en ce moment même. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses géopolitiques économiques qui pourraient sauver votre patrimoine. La France s'est prise dans ce que les économistes appellent une trappe à dette, un piège mortel dont il est presque impossible de s'échapper. Le mécanisme est simple mais implacable. Le pays emprunte pour financer ses dépenses courantes, passe pour investir dans des infrastructures rentables ou dans l'avenir, non simplement pour payer les salaires, les retraites, les allocations, le fonctionnement quotidien de l'État. Et pour rembourser ses emprunts, la France doit emprunter encore plus, car sa croissance économique ne suffit plus à couvrir les intérêts de sa dette colossale. Charles Gave, économiste reconnu et fondateur de GaveCal Research, a démontré par une analyse graphique implacable que nous avons franchi un point de non-retour. Chaque euro supplémentaire prélevé sous forme d'impôt pour, soi-disant, stimuler l'économie ou redistribuer les richesses, détruites en réalité, du produit intérieur brut net. Reformulons pour que ce soit parfaitement clair. En théorie économique classique, l'État prélève de l'impôt dans certains secteurs pour investir ou redistribuer dans d'autres secteurs, créant ainsi un effet multiplicateur qui fait croître le produit intérieur brut global à long terme. C'est le fameux multiplicateur keynésien, du nom de l'économiste John Maynard Keynes qui a théorisé ce mécanisme dans les années 1930. Mais attention, cette théorie comporte une limite critique. Si l'État prélève trop d'impôts, au-delà d'un certain seuil, alors la croissance dérivée des dépenses publiques commence à régresser au lieu de progresser. En France, les données empiriques montrent une courbe révélatrice, le taux de croissance du pays en fonction du poids de l'État dans le produit intérieur brut. Cette courbe nous apprend que nous sommes désormais légèrement au-delà du point zéro, dans la zone où le rendement devient négatif. En langage économique précis, on dit que le multiplicateur keynésien est devenu négatif, ce qui signifie concrètement que chaque euro dépensé par l'État français détruit plus de richesses qu'il n'en crée. C'est un constat absolument dramatique qui change radicalement la question à se poser. La question n'est plus de savoir si la France va faire faillite, mais simplement quand cela va se produire. Charles Gave nous propose de surveiller 3 indicateurs de marché précis qui nous donneront les signaux d'alerte avant l'effondrement final. Le premier indicateur, c'est le prix de l'or par rapport à la valeur de la dette française. Quand on compare ces 2 actifs sur les 23 dernières années, on constate que les obligations françaises ont perdu 90% de leur valeur par rapport à l'or depuis 2002. 90%, c'est un chiffre vertigineux qui devrait faire trembler tous les détenteurs d'obligations françaises. Et malheureusement, ce mouvement de fond ne montre aucun signe de ralentissement. Le deuxième indicateur est l'écart de taux d'intérêt entre la France et les pays européens bien gérés. Cet écart, qu'on appelle le spread en jargon financier, sort actuellement du canal médian historique, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que la France doit payer de plus en plus cher pour emprunter par rapport à ses voisins plus vertueux. Je ne vous ferai même pas l'affront de comparer avec la Suisse, qui emprunte à des taux proches de 0% sur 10 ans. Alors faisons une pause pour rappeler un principe fondamental. Un pays développé a besoin d'être endetté et ce n'est pas une aberration. Pourquoi cette nécessité apparente de la dette ? Parce que le marché de la dette publique est en réalité le marché de la monnaie qui est souveraine. Quand un État émet de la dette, il crée des obligations d'État qui peuvent circuler librement dans le monde entier, être achetées, vendues, échangées par les investisseurs internationaux. Cela permet à la banque centrale du pays de gérer son taux de change face aux monnaies étrangères et par voie de conséquence de mettre de l'huile dans les rouages du commerce international. Donc disposer d'un marché de la dette liquide et profonde est absolument essentiel pour toute économie développée qui souhaite commercer avec le reste du monde. Vous ne pouvez pas y échapper si vous voulez maintenir une économie moderne et intégrée dans les échanges mondiaux. Par contre, et c'est là que réside toute la différence, la grande distinction entre la dette suisse et la dette française, pour prendre 2 extrêmes du spectre européen, c'est l'usage qui est fait de cette dette. La France emprunte actuellement à environ 3,5% pour financer ses dépenses quotidiennes, autrement appelées transferts sociaux, dans la très grande majorité des cas, des dépenses de fonctionnement qui ne créent aucun actif pour l'avenir.
À l'autre extrémité du spectre, la Suisse emprunte à 0,15% pour acheter des actifs financiers qu'elle collectionne dans le bilan de sa banque centrale, des actifs qui lui rapportent en moyenne entre 5 et 6% par an. Ce différentiel positif permet à la Suisse de générer des bénéfices substantiels qui sont redistribués chaque année à sa population, car littéralement l'argent déborde du bilan de la Banque nationale suisse par tous les côtés. Vous me direz à juste titre que si la Suisse empruntera pratiquement 0% sur 10 ans, c'est bien parce que les capitaux européens cherchent désespérément un refuge sûr, quitte à renoncer à toute rémunération sur leur investissement. Et vous avez parfaitement raison, c'est d'ailleurs aussi un défi pour la Suisse car c'est un pays fortement industrialisé et exportateur et le franc suisse forfait certes la joie des Suisses quand ils partent en vacances ou achètent une voiture allemande, nous sommes bien d'accord. Mais pour les industriels helvétiques qui doivent exporter leurs produits, c'est un véritable challenge de compétitivité. Et je ne vous parle même pas des menaces de droits de douaniers de 40% brandies par le président Trump qui font transpirer toute une partie de l'industrie suisse tournée vers l'exportation. Mais le fait demeure que la Suisse s'en sort toujours remarquablement bien malgré ses défis. Cela démontre qu'il est parfaitement possible d'équilibrer ce compte public tout en gérant une monnaie forte, même quand on dirige un pays qui ne possède, pour ainsi dire, aucune ressource naturelle de grande valeur sur son territoire. Revenons maintenant au constat alarmant pour la France en ce début d'année 2025. La croissance nominale, c'est-à-dire incluant l'inflation, est de l'ordre de 1,5% par an pour 2025 selon les prévisions les plus optimistes. En considérant un taux d'intérêt moyen de 2,5% sur un endettement public qui représente 120% du produit intérieur brut, cela nous fait 3% du produit intérieur brut en charge annuelle de la dette uniquement pour payer les intérêts. Là, immédiatement, vous voyez apparaître un problème mathématique insoluble. La création de valeur supplémentaire en 2025 ne permettra même pas de payer tous les créanciers de l'État français. Il faut donc distinguer deux catégories de créanciers, la dette interne détenue par des résidents français et la dette externe détenue par des investisseurs étrangers. Sachant que la dette française était détenue approximativement à 50-50 par des Français et des étrangers, le 1,5% de croissance ira fatalement et en priorité au paiement des intérêts des créanciers étrangers. Pourquoi cette priorité absolue donnée aux créanciers non résidents ? Parce qu'il n'aura échappé à personne que la France vit structurellement à crédit avec un déficit budgétaire qui dépasse les 45% de ses recettes fiscales. Si le gouvernement français ne paie pas les créanciers étrangers, ces derniers arrêteront immédiatement de prêter de l'argent à la France et c'est la faillite technique in moins de 3 mois. Donc que les Français soient contents ou pas contents de cette situation, les créanciers étrangers seront payés en premier, c'est une question de survie pour l'État. Bien, maintenant que cette priorité est établie, il va falloir trouver 1,5% du produit intérieur brut quelque part ailleurs pour résoudre le problème des intérêts de la dette dus aux créanciers internes, c'est-à-dire aux Français eux-mêmes. Alors là, les options deviennent créatives et potentiellement très douloureuses pour les épargnants. Charles Gave pense que le gouvernement va ponctionner le retraité en gelant ou diminuant les pensions, ou bien que la fameuse loi Sapin 2 sera activée pour prélever directement dans les poches des épargnants français. Mais qui sont exactement ces épargnants qui détiennent la dette française ? Majoritairement, il s'agit des personnes qui possèdent de l'assurance vie en fonds euros, ce placement préféré des Français qui représente plus de 1800 milliards d'euros d'encours. Ensuite, on trouve tous les détenteurs de livrets, bancaires cèdent produits, d'épargne avec un capital soi-disant garanti par l'État. Parlons donc de l'assurance vie qui mérite une attention particulière. Pour rappel, l'assurance vie comporte 2 compartiments bien distincts. Un premier compartiment appelé unité de compte où vous pouvez placer des fonds qui vous appartiennent réellement investis dans des actions, des obligations d'entreprise, de l'immobilier, etc. De ce côté-là, les choses vont encore relativement bien, car vous êtes propriétaire des actifs sous-jacents. Puis il y a le fameux compartiment fonds euros qui est essentiellement constitué de dettes françaises dont on vous répète inlassablement que le capital est garanti, car la France possède les finances publiques les plus stables du monde, etc., etc. Oui, c'est effectivement bien connu dans le monde de la finance. Quand vous avez un investissement qui est supposément super rentable et totalement sans risque, il est absolument essentiel de donner un avantage fiscal massif pour inciter les gens à en acheter. Vous sentez l'ironie de la situation.
Donc vos fonds euros, en 2025, devraient vous rapporter environ 2,5% brut avant fiscalité. Alors qu'un simple fonds de trésorerie monétaire de court terme libellé en euros vous rémunère aujourd'hui entre 2 et 3%, disons 2,5% également en moyenne. Donc en apparence, c'est exactement la même rémunération. Sauf qu'en réalité, absolument pas. Il y a une différence fondamentale. Quand vous achetez un fonds euro d'assurance vie, vous achetez en réalité de la dette française avec une maturité moyenne d'environ 6 à 7 ans. Alors qu'avec votre fonds de trésorerie monétaire, vous détenez de la dette de très court terme, généralement de moins de 3 mois. Quelle est la différence concrète, me direz-vous ? En 2022, il y a eu un krach majeur sur le marché obligataire mondial, un très gros krach vraiment historique. On parle de moins 20% de valeur sur les obligations à moyen et long terme, ce qui est absolument énorme pour le marché obligataire qui n'est normalement pas censé connaître de telles variations brutales. Or 2022, c'était il y a seulement 3 ans. Donc les compagnies d'assurance ont encore leurs portefeuilles remplis de ces obligations achetées avant les cracks et qui valent aujourd'hui 20% de moins que leur prix d'achat. Pourquoi dis-je que ces obligations sont pourries ? Parce qu'aujourd'hui, la perte réelle de valeur résultant de ce krach n'est pas constatée dans les comptes de résultats des assureurs, et ce sur le principe comptable du pas vendu égale pas perdu. Oui, cela peut paraître trivial, mais en réalité, c'est exactement de cela dont on parle ici. Sachez que si tous les épargnants français réclamaient simultanément le remboursement de leur capital soi-disant garanti, il n'y aurait tout simplement pas assez d'argent pour tout le monde. Pourquoi cette insuffisance ? Parce que les assureurs devraient vendre ces obligations avec une décote très importante par rapport à leur valeur faciale et leurs fonds propres réglementaires ne suffiraient pas à absorber ces pertes massives. Donc les compagnies d'assurance ont opté pour une stratégie simple, faire porter la perte latente sur le dos de tous ceux qui possèdent une assurance vie en fonds euros. Comment procède-t-elle concrètement ? Regardez attentivement, un portefeuille d'obligations françaises avec une maturité moyenne de 7 ans devrait normalement vous rapporter bien plus que 2,5% actuellement, alors que les fonds de trésorerie de court terme vous rapportent la même chose pour un risque infiniment moindre. Où se situe le problème dans cette équation ? C'est vous, l'épargnant, qui perdez environ 20% de rendement potentiel dilué progressivement dans le temps. La perte du krach obligataire de 2022 est socialisée sur tous les détenteurs de fonds euros. Et là, vous allez me dire, oui, mais avec l'avantage fiscal de l'assurance vie après 8 ans de détention, on s'y retrouve financièrement, donc tout le monde ne retirera pas son argent massivement, donc la situation reste gérable. Et vous avez techniquement raison, car effectivement, les épargnants français, dans leur grande majorité, ne savent pas mesurer correctement les risques financiers qu'ils prennent. Mais attention, même dans le meilleur des scénarios, c'est en réalité le pays tout entier, donc les contribuables, qui prennent sur eux la perte que les compagnies d'assurance devraient normalement assumer. C'est une socialisation pure et simple des pertes privées. Et dans le pire des cas, je vous rappelle qu'il va falloir trouver encore 1,5 point de produit intérieur brut à prélever quelque part pour payer les intérêts de la dette interne. Donc soyez absolument certains que le jour où le système financier français commencera à vaciller sérieusement, c'est votre épargne qu'ils feront sauter en premier pour se couvrir et gagner du temps. Si vous regardez attentivement ce qu'on appelle le déficit courant de la France dans la balance des paiements, il n'est pas catastrophiquement négatif pour l'instant. Pourquoi cette relative stabilité ? Parce qu'il existe encore cette épargne considérable des Français, accumulée sur des décennies, qui représente une réserve tampon. Le déficit public des administrations est lui profondément dégradé, mais globalement la capacité de financement de l'ensemble de l'économie française tient encore grâce à l'épargne privée. Sauf que lorsque vous construisez un budget de l'État et que vous devez lever des impôts pour le financer, c'est bien évidemment dans l'argent des Français que vous allez puiser. Il n'y a pas d'autre source magique de financement. Alors mon conseil est déjà très clair, ce n'est vraiment pas une bonne idée de détenir de la dette française sous quelque forme que ce soit dans votre patrimoine. Mais si par obligation professionnelle ou par contrainte vous devez absolument le faire, prenez au moins la précaution de privilégier des fonds monétaires en euros de très court terme et fuyez absolument l'assurance vie un fonds euro qui est une véritable poudrière prête à exploser.
Après, franchement, si vous ne craignez pas trop la volatilité du taux de change et que vous comprenez les mécanismes financiers modernes, vous pouvez obtenir du 9% de rendement annuel sur un capital relativement stable et avec un risque maîtrisé en vous positionnant sur des actifs adossés au Bitcoin, comme les actions de MicroStrategy par exemple. Et en plus, cette société va bientôt lancer des produits similaires libellés en euros dans un avenir très proche. Si cette stratégie vous intéresse, je vous explique tout en détail dans une autre vidéo dédiée spécifiquement au Bitcoin et à la finance décentralisée. En tout cas, si ce que je viens de vous expliquer sur des actions qui sont adossées à du Bitcoin et qui rapportent près de 10% vous paraît excessivement risqué, alors fuyez immédiatement les obligations françaises ou même américaines. Pourquoi cette recommandation apparemment paradoxale ? Parce que cela signifie tout simplement que vous n'avez pas encore pleinement conscience des risques colossaux que vous prenez en détenant de la dette souveraine française. Je le répète une dernière fois pour que ce soit parfaitement clair, mathématiquement et fondamentalement, les obligations françaises sont mortes, c'est juste une question de temps avant que le marché ne l'acte définitivement. Alors pour en revenir à la question centrale du jour, quand exactement la France fera-t-elle faillite ? Nous avons déjà 2 indicateurs sur les 3 proposés par Charles Gave qui sont passés au rouge vif. Le prix des obligations françaises mesuré en or qui s'effondre depuis 23 ans et l'écart de taux de la France avec les pays européens bien gérés qui se creusent dangereusement. Reste le 3e et dernier indicateur à surveiller, l'indice de valorisation des actions bancaires françaises. Aujourd'hui, le secteur bancaire français se porte encore relativement bien en apparence, même si on a senti une petite frayeur en avril 2025, au moment où le président Trump faisait trembler les marchés mondiaux avec ses annonces de droits de douane massifs. Oui, pour l'instant, les grandes banques françaises affichent des résultats corrects. Mais attention, je viens de passer une bonne partie de cette vidéo à vous expliquer en détail pourquoi les fondamentaux des finances publiques de la France sont complètement pourris. Donc sur qui pensez-vous que cela va retomber en priorité quand le temps économique va vraiment se gâter ? Sur les banques françaises, bien évidemment, car elles sont les principaux détenteurs de la dette publique française. Rendez-vous compte de l'absurdité de la situation actuelle. Aujourd'hui, la France enregistre des déficits budgétaires records à plus de 45% de ses recettes, alors que l'économie mondiale se porte globalement comme un charme. On n'a jamais gagné autant d'argent dans autant d'endroits différents à travers le monde. Je le répète pour que l'information soit bien assimilée, les résultats budgétaires de la France sont absolument catastrophiques, alors même que le contexte économique mondial est exceptionnellement favorable. La plupart des grandes bourses mondiales battent des records historiques et l'économie américaine affiche une santé insolente malgré toute la pression que le président Trump a exercée en avril 2025 sur le commerce international avec ses menaces tarifaires. Je vous laisse donc imaginer par vous-même ce qui va se passer pour les finances publiques françaises lors de la prochaine vraie récession économique mondiale. La France est une poudrière sur le plan économique, social et politique. Gardez bien cette réalité en tête dans vos décisions patrimoniales. Alors que faire concrètement pour protéger votre épargne ? Premièrement, diversifiez géographiquement vos actifs, ne gardez pas tout en France. Deuxièmement, privilégiez les actifs réels plutôt que les promesses de papier de l'État. Troisièmement, formez-vous pour comprendre les mécanismes financiers et ne plus dépendre des conseils intéressés de votre banquier. Et surtout, restez informés en vous abonnant à cette chaîne pour suivre l'évolution de ces 3 indicateurs critiques dans les mois qui viennent. Si cette analyse vous a été utile, partagez-la autour de vous car beaucoup de Français ne mesurent pas encore l'ampleur du danger qui menace leur épargne.